énormément d'apports. Donc, par rapport au temps imparti, nous allons essayer d'axer l'intervention autour des principaux apports. Donc, il y aura essentiellement de 9 apports que je considère comme étant essentiels et ayant un grand impact sur la commande publique, dans le secteur public et au sein des universités marocaines, dont l'université Hassan Ier fait partie. Donc, il y a certains aspects dont Sinouhi a discuté, effectivement, par rapport aux enjeux effectifs. Donc, pourquoi est-ce aussi important, comme l'a rappelé Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un enjeu autour de la commande publique? Parce que tout simplement, nous sommes face à une composante importante des dépenses de l'État. La logique veut que l'État dépense via la commande publique. Parce que c'est à travers la commande publique que nous retrouvons la transparence, que nous retrouvons l'égalité des chances entre les différentes entreprises. Et finalement, nous sommes face à un budget qui tourne autour de 300 milliards de dirhams en 2023, donc avec une évolution positive par rapport à 2022, 20%, presque 21% du PIB, on parle de 10 000 marchés, en moyenne 10 000 marchés par an, donc tout établissement et organisme public confondu. Tous les grands projets d'infrastructure aujourd'hui sont passés via la commande publique. Sinouhi l'a rappelé tout à l'heure, 70% du chiffre d'affaires du secteur des BTP passe par la commande publique. 80% du chiffre d'affaires des architectes. Donc il y a des secteurs aujourd'hui qui vivent grâce à la commande publique. Donc tout le monde connaît l'adage qui dit quand le secteur du bâtiment va, tout va. Donc effectivement, sans commande publique, aujourd'hui le secteur des bâtiments travaux publics s'effondrerait au Maroc. Donc un ensemble de règles, de procédures qui sont parfois considérées comme complexes, c'est vrai, par beaucoup d'acteurs. Les acheteurs publics aujourd'hui sont confrontés à des difficultés dont nous discutons souvent avec des responsables, des directeurs dans des établissements publics, différents acteurs qui ressentent aujourd'hui une difficulté, peut-être liée à la rapidité ou au manque d'information, liée à la mise en œuvre, à l'implémentation de ce nouveau décret, qui est malgré tout révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens positif du terme. Alors je reprends rapidement en termes de chiffres. Comme nous l'avons dit, 300 milliards de dirhams d'investissement en 2023, 140 milliards pour les établissements publics, dont l'université Hassan Ier fait partie. Donc ces 140 milliards, la logique veut que cet investissement se fasse via la commande publique. Est-ce qu'aujourd'hui, que représente la commande publique? C'est une opportunité, effectivement. Le fait d'avoir de bonnes procédures liées à la commande publique fera effectivement que ces projets-là, les projets, la réalisation des projets se fera dans de bonnes conditions, de manière performante, avec un coût et une qualité meilleure. Il y a aussi une étude qui a été effectuée sur l'impact potentiel de l'inefficience, incluant la mauvaise gestion et la corruption.
avec 5%, donc le scénario 1 nous parle de 5%, donc 7 milliards de pertes liées à la, entre guillemets, l'inefficience en termes de commande publique, ou en termes de gestion de la commande publique. C'est-à-dire que la perte pour l'État varierait entre 7 milliards, le scénario le moins pessimiste, et 14 milliards pour le scénario le plus pessimiste. Et donc, il s'agit là d'une étude, on va dire, plus ou moins optimiste. Moi, je considère que le chiffrage réel, si on devait faire un chiffrage réel, on serait à des montants beaucoup plus importants en termes de pertes sur les marchés publics aujourd'hui. Donc, alors, en termes de périmètre global, juste à titre indicatif pour que tout le monde soit au même niveau d'information, aujourd'hui, la commande publique concerne qui? Elle concerne l'État, elle concerne les collectivités territoriales, il y en a 1737, elle concerne les établissements publics, autour de 764, donc 243 établissements publics, plus 44, 225 établissements publics, 44 sociétés anonymes, donc entreprises publiques, et les filiales, les participations de l'État, donc celles du groupe CDG, de l'OCP, et donc on tourne autour de 498 filiales publiques. Donc tous ces organismes-là, aujourd'hui, sont concernés par la commande publique. D'où l'enjeu et l'importance de cette question. Alors, globalement, le cadre juridique de la commande publique, donc il y a évidemment la Constitution, la loi organique relative à la loi organique des finances de 2015, la loi organique sur les régions, la loi organique relative aux préfectures et provinces, la loi organique relative aux communes de 2015 et la loi numéro 6900 sur le contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques, datant de 2003. La structure du décret. Donc, rapidement, je reprends la structure générale du décret pour qu'on sache réellement de quoi on parle. Donc, le décret des marchés publics est aujourd'hui structuré autour de 10 points, d'accord ? Vous avez les dispositions générales, donc les principes généraux, promulgués par le décret, l'égalité des chances, l'égalité au niveau de l'accès à la commande publique, le développement durable, les dérogations, les définitions des concepts. Ce qui est bien dans ce décret, c'est qu'on définit réellement. On définit des fois, c'est complexe de dire, c'est quoi un marché finalement ? C'est quoi un marché ? C'est quoi un bon de commande ? Il y a des définitions qui précisent clairement les concepts. Alors, vous avez les types et les prix des marchés, d'accord ? Les différentes catégories de marchés auxquels on peut recourir. La détermination des besoins, les types, la manière finalement de contractualiser avec le secteur privé, le dialogue compétitif, l'offre spontanée. Donc vous avez les dispositions relatives aux prestations architecturales, qui sont des prestations particulières avec des conditions de passation qui sont spécifiques. Vous avez tout un chapitre sur la dématérialisation aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, finalement, il y a un avant et un après dématérialisation. C'est vrai que la dématérialisation des procédures nécessiterait à elle seule plusieurs journées. D'accord ? Au-delà de l'aspect technique, la philosophie liée à la dématérialisation est aussi très, 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 très importante. La gouvernance des marchés publics, la réclamation et les recours, les dispositions dérogatoires et enfin les annexes
d'accord, portant sur les listes contrats, conventions, marchés cadres, marchés reconductibles et bons de commande. Alors, rapidement, hein, le champ d'application, d'accord, du décret des marchés publics. Nous avons l'État, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les établissements et entreprises publiques. D'accord. Sinuhi l'a rappelé tout à l'heure, un certain nombre d'établissements d'entreprises publiques sont aujourd'hui en dehors du périmètre du décret, puisque ces entreprises-là conservent leur règlement propre des marchés. L'université Hassan Ier avait un règlement propre des marchés jusqu'au 1er septembre 2023. Aujourd'hui, elle est soumise de droit au décret des marchés publics, au même titre que les ministères, que les collectivités territoriales. Donc les entreprises publiques qui ne sont pas soumises au décret sont celles qui sont soumises au périmètre de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État. Donc en général, ce sont des entreprises publiques marchandes. La RAM n'est pas soumise au décret, elle a son propre règlement propre. L'OCP a son propre règlement propre. Donc avec évidemment une certaine souplesse, on pourrait en discuter, certaines souplesses que les établissements publics qui sont soumis au décret n'ont pas. Parlant de la souplesse en question. Alors, les dérogations. Alors, quand on parle de dérogation, tous les types de contrats qui n'entrent pas dans le périmètre ou qui ne sont pas soumis au décret. Vous avez les contrats, les conventions et contrats passés dans les formes et selon les règles de droit commun. D'accord ? Vous avez les contrats de gestion délégués, les contrats de PPP, partenariat public-privé. Tous ces contrats ne sont pas soumis au décret, n'entrent pas dans le périmètre du décret. Vous avez les opérations de cession de biens entre les services de l'État, entre l'État et les collectivités territoriales, et entre l'État et les établissements d'entreprises publiques. Donc toute opération de cession n'est pas soumise au décret. Et donc il peut aussi être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords et de conventions internationales. Entre le Maroc et des organisations type Banque africaine de développement, Banque mondiale, FMI, et des conventions passées avec des États étrangers dans le cadre de financement de projets spécifiques. Et donc il faudra le préciser au niveau du contrat en question, que ce contrat n'est pas soumis à la réglementation des marchés publics marocains. Alors, les principaux apports. J'ai essayé de les synthétiser, effectivement. On pourrait en discuter pendant des heures. J'ai essayé de synthétiser les principaux apports du décret. Donc, il s'agit de 9 apports principaux. L'apport numéro 1 concerne le renforcement de la transparence. Et il est lié aussi au fait de fournir l'information relative au marché. Donc, il s'agit de 5 points essentiels. Donc, d'abord, l'obligation de publier le programme prévisionnel triennal. Dans le cadre de l'ancien décret, celui de 2013, c'était le programme annuel. Et souvent, cette publication n'était pas respectée, parce qu'il n'y avait pas d'obligation réelle. Aujourd'hui, on considère qu'il est nécessaire pour tous les organismes publics, donc pour l'université Hassan Ier, de publier un programme prévisionnel triennal, donc sur 3 ans. Donc, cela oblige d'une certaine manière l'université à avoir une visibilité sur sa commande publique, avoir une visibilité sur son investissement, avoir une visibilité sur les projets qu'elle compte lancer durant les 3 prochaines années. Et donc, cela correspond, est en cohérence aussi avec la loi organique des finances qui parle aujourd'hui d'une budgétisation triennale. Alors, deuxième point,
le fait de réserver 30% du montant prévisionnel des marchés au titre de chaque année budgétaire aux très petites et moyennes entreprises installées au Maroc. Donc le pourcentage était de 20% au niveau de l'ancien décret de 2013. L'obligation de déclarer, la déclaration d'intérêt pour les membres de la commission d'appel d'offres, pour éviter tout conflit d'intérêt. De par mon expérience passée, effectivement, nous avons été confrontés, dans certaines situations, à un conflit d'intérêt entre un membre de commission d'appel d'offres et un prestataire, un fournisseur, un soumissionnaire. D'accord ? Rien n'empêchait l'épouse, par exemple, d'un membre de commission d'appel d'offres, qui est également gérant d'une société, de soumissionner à un appel d'offres, dans le cadre duquel, dans le cadre de la commission d'appel d'offres, de choix du soumissionnaire en question, l'époux ou le fils ou le frère de la gérante ou du gérant de la société en question est membre. Donc aujourd'hui, on oblige tous les membres à déclarer. Donc par rapport au soumissionnaire, donc voilà, c'est une déclaration établie sur toutes les relations qui existent entre la personne en question, le membre en question, et les différents protagonistes qui pourraient éventuellement influencer le choix objectif d'un fournisseur ou d'un prestataire dans le cadre d'un marché public. Avant-dernier point, l'interdiction faite aux prestataires de services ayant conçu des dossiers d'appel d'offres de participer au dit appel d'offres. Donc, pour éviter délit d'initié. On verra un cas particulier dans le cadre duquel, effectivement, un prestataire ayant préparé un dossier d'appel d'offres peut participer, mais c'est un cas très particulier. Mais sinon, la règle générale, c'est vous avez participé à préparer un dossier d'appel d'offres, vous ne soumissionnez pas au dit appel d'offres. Enfin, en ce qui concerne les marchés d'achèvement. Donc, pour rappel, un marché d'achèvement, donc, c'est un marché qui est conclu à la suite d'un premier marché qui aurait été rompu, en général, pour insuffisance de la part du prestataire. Et donc, dans le cadre du marché d'achèvement, interdiction faite à l'entreprise défaillante d'y soumissionner. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vécu des cas où vous aviez des entreprises défaillantes, rien n'empêchait l'entreprise défaillante en question de soumissionner une nouvelle fois à un marché d'achèvement dans le cadre duquel elle n'avait pas assumé ses responsabilités en tant qu'attributaire, entreprise attributrice du marché en question. Donc ça, c'est des aspects qui n'existaient pas avant. Et donc, c'est des innovations, on va dire, c'est des apports ou des innovations. Apport numéro 2, renforcer la préférence nationale. D'abord, via le lancement des appels d'offres dits nationaux. Donc pour les travaux, tous les appels d'offres inférieur ou égal à 10 millions de dirhams. Pour les fournitures, tous les appels d'offres dont le montant d'estimation est inférieur ou égal à 1 million de dirhams. Donc il s'agit de l'article 19 du décret. Le déploiement de la préférence nationale sur les fournitures, les services et les études en plus des marchés de travaux. L'application d'un pourcentage de préférence nationale de 15% à toutes les offres financières présentées par les soumissionnaires non installés au Maroc. C'est-à-dire finalement qu'on appuie de manière très très forte, de manière réglementaire, le choix d'une entreprise marocaine par rapport à une entreprise étrangère. D'accord ? Évidemment, sauf si
les critères de sélection font que, finalement, objectivement, le choix de l'entreprise étrangère s'avère plus pertinent que celui de l'entreprise nationale. Mais la règle générale, la philosophie générale, c'est finalement d'encourager l'entreprise marocaine par rapport à l'entreprise étrangère. L'apport numéro 3, l'encouragement de la création de la valeur ajoutée locale. C'est-à-dire que, finalement, la philosophie aussi de ce décret, c'est de créer de la richesse au niveau local. Les marchés de l'université Hassan Ier doivent d'abord bénéficier au tissu économique local, hein, donc de la région, de la province de Stade, avant les autres régions, avant le reste du monde. Et donc, comment le décret encourage-t-il cette création de valeur au niveau local? D'abord, le passage des produits respectant les normes marocaines aux produits marocains dans la définition des besoins. D'accord? Donc, on intègre cette notion que le produit soit fabriqué au Maroc. D'accord? C'est très important. L'obligation d'utiliser des produits de l'artisanat marocain lorsqu'il s'agit de besoins liés à l'artisanat. Donc, on peut intégrer ça au niveau du CPS. L'ajout du critère d'évaluation des offres, produits d'origine marocaine. Donc, on peut le spécifier. Il faut que le produit soit d'origine marocaine, fabriqué au Maroc avec des matières premières marocaines, extraites du sol marocain, par exemple. Il faut qu'il y ait au moins 20% de l'expertise nationale parmi les ressources humaines d'un cabinet étranger. On a vu les polémiques autour des cabinets de consultants qui ont remporté plusieurs marchés. Donc aujourd'hui, toutes les grandes politiques publiques qui ont été menées depuis 20 ans ont été accompagnées par des cabinets étrangers. Aujourd'hui, la philosophie veut qu'on encourage aussi ce secteur en pleine expansion, le secteur du consulting, et donc il faut encourager finalement l'expertise marocaine sur ce secteur-là. L'obligation d'employer la main-d'œuvre locale à hauteur de 20%, donc à l'exception des études. Donc il faut que chaque entreprise qui est soumissionnée et à laquelle on attribue un marché, emploie au moins 20% de sa main-d'œuvre qui soit issue localement, c'est-à-dire qui vivent ici dans la région. Et enfin, l'obligation de recourir à l'expertise des artisans marocains. Oui. L'apport numéro 4. Proposer de nouveaux modes d'achat et simplification des procédures. Donc, ces nouveaux modes d'achat qui n'existaient pas du tout avant, qui sont réellement une innovation. Il s'agit d'abord du dialogue compétitif, d'accord, dont l'objectif est d'aider le maître d'ouvrage à définir ses besoins. L'offre spontanée, qui permet aux fournisseurs, qui permet aux prestataires, aux maîtres d'ouvrage de recourir à l'aide, à l'appui d'un fournisseur ou d'un prestataire sur de nouveaux produits-services qui n'existaient pas. L'appel d'offres simplifié, d'accord, pour les appels d'offres inférieurs ou égal à 1 million de dirhams, donc avec une commission réduite, un délai de publicité court, un dossier très simplifié. L'appel d'offres national, donc réservé aux entreprises marocaines, on en a déjà parlé, et l'achat sur catalogue électronique pour les fournitures. Donc là, ça sera précisé par un arrêté du ministre des Finances. Mais ça va aider énormément le secteur public et l'acheteur public à mieux estimer le coût de la prestation. Alors, s'agissant du dialogue compétitif, rapidement, donc, effectivement, le temps imparti ne nous permettra pas d'entrer vraiment dans tous les détails, mais c'est important de le dire. Le dialogue compétitif
se concentre sur les projets de nature complexe ou les projets innovants, dont le maître d'ouvrage ne peut pas déterminer par ses propres moyens les conditions techniques liées à leur réalisation. Donc les candidats sélectionnés dans le cadre de ce dialogue compétitif peuvent participer à l'identification et au développement des solutions qui répondront aux besoins du maître d'ouvrage. L'offre spontanée, alors tout entrepreneur, donc ça n'existait pas du tout, donc c'est une innovation réelle, tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire peut à son initiative proposer au maître d'ouvrage tout projet, idée ou opération présentant des fonctionnalités nouvelles, des services nouveaux ou des innovations techniques et répondant à un besoin potentiel que le maître d'ouvrage n'aurait pas identifié au préalable. L'offre spontanée peut porter sur un projet dont les études ont été réalisées par le maître d'ouvrage, sauf dans le cas où il s'avère que ces études sont devenues caduques. Donc l'appel d'offres simplifié, qui permet de simplifier la procédure de passation et qui concerne les marchés ou les prestations dont l'estimation ne dépasse pas 1 million de dirhams hors taxe, avec une commission d'appel d'offres simplifiée composée uniquement d'un président, du président, d'un membre nommé par le maître d'ouvrage et du représentant du ministère des Finances. S'agissant de l'université, le contrôleur d'État, le trésorier payeur ou le fondé de pouvoir. L'avis d'appel d'offres qui n'est publié que dans un seul journal, et au niveau du portail des marchés publics. Un délai de publicité raccourci, au lieu de 21 jours ou 40 jours selon mon temps, on en est à 10 jours seulement de publication, et un dossier technique du concurrent qui ne comprend pas les attestations de référence et la déclaration de plan de charge. Alors, l'apport numéro 5. L'institution de nouvelles modalités d'évaluation des offres. Donc, pour rappel, le précédent décret stipulait qu'une offre excessive, une offre était considérée comme excessive lorsqu'elle dépassait 20% de l'estimation du maître d'ouvrage. Donc, l'offre était systématiquement écartée par la commission d'appel d'offres. L'offre anormalement basse, moins 25%, donc, sur les marchés de travaux, moins 35% sur les marchés de fourniture. Et donc, si l'entreprise qui avait des prix anormalement bas ou une offre anormalement basse était la moins disante, elle devait justifier ses prix. Donc, c'était un allongement des procédures. Donc elle devait justifier, donc la commission d'appel d'offres devait lui adresser un courrier, attendre que l'entreprise en question réponde sur les justifications et soit accepter les justifications, et donc accepter que l'offre de cette entreprise, que cette entreprise remporte le marché, ou écarter cette entreprise parce qu'elle ne considérait que ces justifications n'étaient pas valables. La logique actuelle, la logique apportée par le nouveau décret, c'est d'intégrer le concept de prix de référence. D'accord ? Donc c'est un principe, le principe du prix de référence et le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse. D'accord ? Donc on parlait avant d'offres moins disantes. Aujourd'hui on parle d'offres mieux disantes. Donc une offre mieux disante, c'est une offre économiquement la plus avantageuse, celle qui apporte la qualité, la meilleure qualité et le minimum de coût, d'accord ? Le minimum de budget. Donc pour les marchés de travaux, l'offre la mieux disante est celle qui est la plus proche du prix de référence, par défaut. Et donc en cas d'absence d'offre inférieure au prix de référence, l'offre la mieux disante est celle qui est la plus proche par excès de ce prix. Donc il y a une formule, rapidement, c'est l'estimation plus la somme des offres financières de tous les soumissionnaires divisé par le nombre des offres financières, le tout divisé par 2, et nous obtenons le prix de référence. Et donc c'est ce prix de référence qui est la jauge de l'évaluation des offres financières de l'ensemble des soumissionnaires.
Apport numéro 6, encourager les petites et moyennes entreprises, les coopératives et les auto-entrepreneurs. Donc, obliger toute entreprise étrangère à recourir à l'expertise nationale sur les marchés des études, nous l'avons dit, un minimum de 20%, obliger tous les prestataires à recourir à une main-d'œuvre issue du milieu d'exécution du marché, commune, province, la garantie de paiement des sous-traitants par l'entreprise avant le paiement des décomptes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que finalement, on doit s'assurer que tous les intervenants sur le marché ont été payés. La caution provisoire ne doit plus dépasser 2% du montant de l'estimation. Avant, on pouvait se retrouver avec des cautions provisoires qui dépassaient 3, 4, 5%. Donc aujourd'hui, on a limité la caution provisoire à 2%. Apport numéro 7. Renforcer la gestion axée sur les résultats et la bonne performance. Comment ? Alors, en faisant passer le délai de validité des offres de 75 jours à 60 jours. D'accord ? Le délai de restitution de la caution provisoire, et Dieu sait quels problèmes et quelles difficultés étaient posées par la caution provisoire des soumissionnaires et des différentes entreprises qui soumissionnaient aux appels d'offres. Donc le délai de restitution est limité à 48 heures. D'accord ? En cas de refus de prolongation du délai de la part du soumissionnaire. La définition systématique des prix estimatifs qui doit se baser sur des référentiels de prix. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il n'y a pas l'arrêté sur les référentiels n'est pas encore sorti, mais la logique veut qu'on ait des référentiels, pour que le maître d'ouvrage aussi soit guidé dans le calcul de son estimation. Et l'ajout, l'intégration du plan de charge, c'est très important. Aujourd'hui, on n'avait pas de visibilité sur le plan de charge des soumissionnaires ou des attributaires du marché. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de vérifier quel est le plan de charge de chaque entreprise pour être sûr de ses capacités à maîtriser le projet dans les délais et dans le respect de la qualité demandée par le maître d'ouvrage. L'apport numéro 8, le renforcement de la gouvernance des marchés publics par la création de la plateforme système tiers qui permet à la commission d'appel d'offres de vérifier systématiquement en ligne et donc à huis clos toutes les attestations, d'accord, fournies par les autres organismes, CNSS, ministère de l'équipement, attestation fiscale, administration des impôts, donc vérifier ces attestations directement via la plateforme système tiers. Elle n'a pas encore été activée, mais ça ne saurait tarder. L'obligation du maître d'ouvrage d'avoir des autorisations nécessaires avant de lancer l'appel d'offres, l'obligation du maître d'ouvrage d'assainir le volet financier, l'obligation d'établir le rapport d'achèvement d'un marché selon les normes, et évidemment la précision du contenu du bilan financier. Donc améliorer le contrôle interne des établissements et entreprises publiques. Donc on a parlé de création de la plateforme système tiers, le contrôle des audits initiés qui doivent évoluer pour porter en plus de la régularité de la procédure sur les contrôles internes et l'implémentation de la cartographie des risques. Le seuil des marchés qui sont soumis au contrôle et audit est ramené de 5 millions à 3 millions de dirhams. D'accord ? Donc tous les marchés au-delà de 3 millions de dirhams doivent être audités, ce qui n'était pas le cas avant. La communication systématique des rapports circonstanciés au ministère de tutelle et au président de conseil. D'accord ? Donc ça, c'était l'apport numéro 9. Alors, il me reste combien ? 5 minutes. Merci beaucoup. J'ai dépassé le temps imparti, je suis désolé. Donc, alors, rapidement, comme je l'ai précisé, on devrait avoir beaucoup plus de temps parce que c'est un sujet très très complexe. Oui, Inch'Allah. Rapidement, un focus sur les bons de commande. Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure.
c'est vrai que les échos que nous avons aujourd'hui de la part des intervenants et des acteurs et des acheteurs publics, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes autour des bons de commande. Que précise le décret des marchés publics concernant les bons de commande? D'abord déjà, il faut définir ou préciser une chose. Donc le bon de commande s'inscrit dans le cadre des modèles exceptionnels de passation des marchés publics, au même titre que les marchés négociés. D'accord? Donc il faut intégrer cet aspect-là. La règle, le principe, c'est de passer par un appel d'offres. D'accord? Le bon de commande, c'est lorsqu'on ne peut pas procéder par appel d'offres, on procède par bon de commande. Sinon, la règle, la norme, la logique veut que l'on procède par appel d'offres. Ça, c'est très important, il faut y réfléchir, il faut faire mûrir cette idée dans les esprits. Le bon de commande détermine les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire, et le cas échéant, le délai d'exécution et la date de livraison et les conditions de garantie. Donc ça n'a pas changé, c'est l'esprit du bon de commande. Donc un bon de commande doit être aussi précis qu'un marché. C'est ce que nous avons toujours préconisé. Un bon de commande, ce n'est pas une feuille volante. Un bon de commande, c'est un contrat qui doit préciser les conditions de livraison, les obligations, les droits du prestataire, du maître d'ouvrage. C'est un contrat au même titre qu'un marché finalement, sauf que la procédure de passation est différente. Donc c'est très très important de le dire. Quelles sont les conditions à respecter pour l'établissement d'un bon de commande? Donc là, on se réfère à l'article 91 du décret des marchés publics 2023. Donc, effectivement, on passe d'un seuil des marchés de 250 000 à un seuil de 500 000. Alors, la nature des prestations n'a pas changé. Il s'agit des fournitures, travaux et services. Donc, on se réfère à l'annexe 4 du décret des marchés publics. En termes de critères, le seuil de 500 000 dirhams concerne une année budgétaire, des prestations de même nature. Et là, il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'une prestation de même nature, qu'on ne pourra pas traiter ici. Mais c'est vrai que souvent, on considère qu'un aménagement, c'est comme une rénovation, une réhabilitation pour les marchés de travaux. Et il faut préciser. Et donc aujourd'hui, là aussi, la construction des budgets nécessite peut-être une refonte, c'est-à-dire même la terminologie utilisée. Donc pour savoir qu'est-ce qu'une même nature. Et dernier point, les 500 000 dirhams s'apprécient par ordonnateur et sous-ordonnateur. C'est-à-dire que pour le président de l'université, c'est 500 000 dirhams. Pour les différents doyens et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant de l'université, c'est 500 000. Donc 500 000 pour l'ordonnateur et chaque sous-ordonnateur. Alors, les conditions à respecter, donc faire appel à la concurrence. Alors, faire appel à la concurrence, c'était le cas aussi avant. Sauf que il y a une évolution. Il y a peut-être un peu plus de transparence, même si certains ordonnateurs avant respectaient scrupuleusement la concurrence, et donc c'était très transparent, faisaient appel à 3 entreprises, 3 devis contradictoires. Aujourd'hui, la transparence passe nécessairement via le portail, puisque tout le monde sait qui a soumissionné à tel bon de commande. Donc lorsque la concurrence n'est pas possible, et qu'elle est incompatible avec la nature des prestations, le maître d'ouvrage établit un certificat administratif justifiant cette impossibilité ou cette incompatibilité. Et donc, l'avis d'achat sur bon de commande est publié sur le portail des marchés publics pour une durée minimale de 48 heures. Donc 48 heures, c'est une durée minimale. Rien ne m'empêche de publier un avis de bon de commande sur 10 jours, 15 jours, 30 jours, d'accord. Mais c'est vrai que, vu la logique du bon de commande, qui est un mode qui est utilisé dans l'urgence, souvent on est amené à respecter ce délai minimal de 48 heures. Et donc en termes de structure, c'est identique. Si Nuhim me demande de m'arrêter. Et donc, rapidement, si vous m'accordez encore une minute.
Le débat, très bien. D'accord. J'avais prévu, alors, toutes les prestations qui ont été rajoutées au niveau du décret, du nouveau décret par rapport au bon de commande, et celles qui ont été supprimées. Donc, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, professeur Mokhid Zidane, pour son intervention qui est riche en statistiques, en données, et il a entamé son intervention, surtout dans le cadre juridique du décret, le périmètre, les enjeux et la stabilité des décrets, le champ et les grands nouveautés par rapport au décret ou bien par rapport au règlement propre des marchés publics à l'université Hassan I. C'est le demande de Mme Bouchra Al-Abdali, qui est la coordinatrice du comité d'organisation. Je pense que le public, il veut que les interventions ou bien les discussions en langue arabe. Vraiment, tel le législateur, la version de le décret, خرجت بالصيغة العربية le 9 mars, ومن بعد avril, ولكن en pratique, les marchés, d'abord les responsables des services économiques, donc les marchés jusqu'à maintenant, les CPS, tout est élaboré en français. Donc, les interventions en français. Le débat et les discussions, les bras يتكلم بالعربية يتكلم, les bras يتكلم français. Donc, les interventions sont en français. Merci, madame, pour cette remarque. Donc, le deuxième intervenant, ou bien la deuxième intervention, est axée sur le cadre général de l'intervention des juridictions financières, avec un focus sur les difficultés récurrentes rencontrées par les établissements publics. Proposé par professeur Zraq Younes.